Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous raconter une autre histoire criminelle, cette fois-ci du Costa Rica. L'affaire de Gerardo Cruz est devenue l'une des plus célèbres de ces dernières décennies, captivant tout le pays. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Gerardo Cruz Barquero est né le 30 décembre 1992 à San José, la capitale du Costa Rica. Sa mère, Ana Patricia, a dû relever un défi de taille lorsque le père biologique de Gerardo les a abandonnés alors que celui-ci n'avait que 7 mois. Peu de temps après, Ana Patricia s'est remariée avec un marin nommé Hermes Rodriguez, qui est rapidement devenu un véritable père pour le jeune garçon. Ensemble, Ana et Hermes ont eu une fille, Milena Rodriguez. On sait peu de choses sur l'enfance et l'adolescence de Gerardo, mais à 17 ans, il a entamé une relation sérieuse avec Carol Zuniga. À seulement 19 ans, il est devenu père d'une petite fille nommée Genèse Croix. Il vivait avec Carol, son oncle et sa tante biologique. Gerardo travaillait comme boulanger dans une boulangerie très populaire à San Sebastián, l'un des quartiers animés de San José. Il consacrait la majeure partie de son temps libre à sa fille et pratiquait également des sports, aimait faire de la moto. En bref, il menait une vie active et épanouie. En mai 2015, Carol est tombée enceinte de leur deuxième enfant, une nouvelle qui lui a apporté beaucoup de joie. Cependant, en août de la même année, il a rencontré une femme nommée Samadhi Fonseca Fernandez. Leur première rencontre a eu lieu à la boulangerie, où Samadhi venait souvent. Son apparence impressionnante et son beau sourire ont immédiatement conquis le cœur du jeune homme. Malgré une différence d'âge notable, Samadhi avait presque 20 ans de plus que Gerardo. Elle a réussi à attirer son attention et à captiver son intérêt. Ce qui avait commencé comme une simple rencontre et quelques échanges de sourires est rapidement devenu une relation amoureuse. Samadhi venait fréquemment à la boulangerie, offrant à Gerardo de nombreux cadeaux pour exprimer son affection. Parfois, elle rendait visite à son amant accompagné de sa fille de 19 ans, Cristina Valérine. Le soir, ils se retrouvaient souvent sur la côte, admirant la beauté du paysage et profitant de chaque instant passé ensemble. Leur relation, bien que naissante, semblait se développer de manière naturelle, comme si tout se passait exactement comme il se doit entre deux personnes qui s'aiment. Permettez-moi de vous en dire plus sur Samadhi. Elle est née à Cuba le 25 janvier 1975. Selon les voisins, elle avait une préférence marquée pour les hommes plus jeunes, une caractéristique qui alimentait les discussions dans son entourage. Elle était souvent décrite comme une femme vaniteuse, vulgaire et excessivement confiante en elle-même, ce qui lui donnait une aura particulière, à la fois fascinante et controversée. Peu de temps après avoir terminé ses études, Samadhi a entamé une relation avec Osvaldo Fernando Valérin, un célèbre historien de la télévision. Bien qu'il ait 16 ans de plus qu'elle, cela n'a pas empêché leur romance de se transformer rapidement en mariage. Ensemble, ils ont eu 2 enfants, un fils, Christopher, né en 1996, suivi d'une fille, Christina, 1 an plus tard. Cependant, leur relation était loin d'être harmonieuse. Des malentendus fréquents, des disputes et une agressivité croissante ont miné leur mariage, le rendant de plus en plus instable. Ces tensions ont finalement conduit à la dissolution de leur union. Après la fin de son mariage, elle a eu des relations avec 2 autres hommes, mais ces histoires se sont terminées de manière tragique. Le premier, un homme surnommé Totas, qui vivait près de la frontière avec le Panama, a mystérieusement disparu dans des circonstances jamais élucidées. Le mystère entourant la disparition de Totas
reste irrésolu à ce jour, ajoutant une ombre inquiétante à l'histoire de Samadí Fonseca Fernandez. Le deuxième homme avec qui elle a été en relation a également rencontré une fin tragique. Il a été tué par 2 hommes lors d'un cambriolage. Les meurtriers n'ont jamais été retrouvés par la police, renforçant l'idée que Samadí apportait du malheur à ceux qui entraient en relation avec elle. Cette réputation, bien que sinistre, l'a suivie dans sa vie. Après ces événements tragiques, elle a eu un autre mariage officiel qui a duré 8 ans. Elle a épousé Miguel Ángel Pérez le 13 avril 2007. En 2012, elle a donné naissance à une fille, leur unique enfant ensemble. Cependant, leur union s'est détériorée et en mars 2015, le couple a divorcé. La même année, en 2012, le père des enfants aînés de Samadí, Osvaldo, est décédé à l'âge de 53 ans. Vu sa relation tumultueuse avec Samadí, il ne lui a laissé aucun héritage. Cependant, sans perdre de temps, elle s'est rendue dans la maison d'Osvaldo après son décès, a pris plusieurs objets de valeur et a changé la serrure de la porte. Les proches d'Osvaldo, choqués par ses actions, ont signalé l'incident à la police, mais aucune enquête n'a été ouverte. Cet acte a renforcé l'image de Samadí comme une femme impitoyable, prête à tout pour obtenir ce qu'elle voulait, même dans les circonstances les plus sombres. Revenons maintenant à la relation entre Gerardo et Samadí. Leur relation n'était un secret pour personne. Collègues, amis et proches étaient bien au courant de leur liaison. Cependant, en octobre 2015, Samadí a découvert que Gerardo avait une autre femme qu'il aimait profondément, et en plus, cette femme attendait leur deuxième enfant. Cette révélation a été un choc pour elle, qui a réagi avec une intense colère. Elle a mis fin à leur relation de manière spectaculaire, avec des scandales, des cris et des crises de colère. Furieuse, elle a inondé Gerardo de messages d'insultes et de menaces, essayant de l'intimider et de le blesser émotionnellement. Pourtant, il ne semblait pas perturbé par ces menaces. Il ne prenait pas la colère de Samadí au sérieux et il ne craignait pas les répercussions. Puis, un événement a changé la vie de Gerardo et l'a propulsé sous les feux de la rampe. Le 5 octobre 2015, alors qu'il marchait le long du boulevard au centre de San José, il a remarqué un homme qui suivait une femme en mini-jupe. Cet homme la filmait en cachette, se focalisant sur ses jambes et au-delà avec son téléphone portable. Ce comportement profondément déplorable relevait d'une forme perverse de voyeurisme visant à capturer les parties intimes et les sous-vêtements de la victime à son insu. De tels contenus sont souvent partagés sur des forums en ligne et les réseaux sociaux, exposant les victimes à une exploitation honteuse. Franchement, ce genre de pratique, c'est purement de la sorcellerie. Ce jour du 5 octobre 2015, Gerardo, témoin de cette situation révoltante, a immédiatement sorti son téléphone pour filmer la scène. Sans hésiter, il s'est ensuite approché de la jeune femme et lui a conseillé de contacter la police. Conscient de l'importance de dénoncer ce genre de comportement, il a publié la vidéo le lendemain sur Facebook et d'autres réseaux sociaux. Très rapidement, cette vidéo a fait le tour des médias locaux, puis s'est propagée à l'étranger, notamment aux États-Unis et en Espagne. En un temps record, la vidéo est devenue virale, accumulant plusieurs millions de vues. Grâce à cette action, Gerardo est devenu célèbre en l'espace de quelques jours. Des correspondants de plusieurs journaux locaux se sont intéressés à lui et il a même été interviewé par divers médias. La dernière interview a eu lieu le 7 octobre à la station de radio 49.1. Lors de cette entrevue, Gerardo a expliqué en détail ce qui s'était passé ce jour-là et a exprimé son mépris pour l'acte de cet homme. Dans ses déclarations aux médias, Gerardo a affirmé avec détermination « En effet, j'ai lu des commentaires
de plusieurs hommes, disant que ce que j'ai fait était mal. Je ne m'inquiète de rien, j'ai simplement pris la bonne décision et je vais continuer à le faire aujourd'hui, demain, car j'ai une mère, une fille, une sœur, et je les respecte. Le même jour, le 7 octobre au soir, il devait rencontrer un de ses amis, nommé Osvaldo. Cependant, quelques heures avant leur rendez-vous, Gerardo a appelé Osvaldo pour l'informer qu'il ne pourrait pas venir. Son ex, Samadi, lui avait écrit qu'il était attendu au parc Kennedy par plusieurs journalistes pour une interview concernant sa vidéo virale. Intrigué, il s'est rendu à l'endroit indiqué, mais à son arrivée, il n'a vu aucun journaliste. Après un moment d'attente, 2 hommes se sont approchés de lui. Ils lui ont volé ses affaires, lui ont arraché sa chemise, puis l'ont violemment poignardé plusieurs fois dans le ventre avant de prendre la fuite. Malgré ses blessures graves, Gerardo a trouvé la force de téléphoner à son ami Osvaldo et lui a raconté ce qui venait de se passer. Osvaldo, paniqué, a immédiatement contacté les services d'urgence. Les ambulanciers sont arrivés sur place en quelques minutes et l'ont transporté d'urgence à l'hôpital. Il souffrait de plusieurs blessures par couteau, dont une particulièrement grave qui avait traversé son ventre. Dès que les membres de sa famille ont été informés de l'attaque, ils se sont précipités au centre médical, espérant désespérément qu'il survivrait. Mais, au fond, chacun savait que les chances de survie étaient très faibles. Gerardo a passé 42 jours en soins intensifs, luttant pour sa vie. Il a subi plusieurs opérations complexes, y compris une opération à cœur ouvert. Durant cette période, il était incapable de parler. Dans les rares moments où il reprenait conscience, il parvenait à communiquer avec sa famille en bougeant les doigts, une forme de communication qui témoignait de sa force intérieure et de son désir de vivre. Malgré les efforts acharnés des médecins, il n'a pas pu être sauvé. Le 19 novembre, à 18h18, il a succombé à une crise cardiaque, mettant fin à un combat héroïque pour sa survie. Sa mère, Patricia, sa compagne, Carole et sa sœur, Milena, étaient inconsolables, pleurant devant les portes de l'hôpital, accablées par la douleur de cette perte immense. Le 22 novembre, une cérémonie d'adieu a eu lieu dans la chapelle de l'église Don Bosco, dédiée aux sans-abri. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées pour rendre un dernier hommage à Gerardo Cruz, âgé de seulement 22 ans. Quelques jours avant sa mort, il était devenu un héros national, reconnu pour avoir exprimé ouvertement sa position contre le harcèlement des femmes dans la rue. Son courage et son engagement ont touché le cœur de nombreux costariciens, rendant sa disparition d'autant plus tragique. Quelle tristesse de voir un jeune homme si prometteur partir si tôt, après avoir marqué de manière indélébile la conscience collective de son pays. Gerardo a été enterré dans le cimetière local. Dans son cercueil, sa famille a placé un t-shirt, des fleurs, une carte et une poupée en chiffon offerte par sa fille, symbole poignant de l'amour et de l'innocence brisée par la tragédie. Pendant ce temps, la police était confrontée à une tâche difficile, découvrir qui avait privé de vie ce jeune père et, surtout, pourquoi. Les spéculations allaient bon train. Certains pensaient que l'homme qui l'avait filmé la veille était responsable de son assassinat, tandis que d'autres trouvaient cette théorie absurde, estimant que Gerardo avait été une victime accidentelle d'une agression à main armée. Ces 2 hypothèses principales guidaient les investigations de la police. L'homme filmé en train de harceler une femme dans la rue a été interrogé à plusieurs reprises. Bien qu'il n'ait pas d'alibi solide, les enquêteurs n'ont trouvé aucun élément concret pouvant l'impliquer directement dans le crime. Pendant 6 mois, l'enquête piétinait. Les policiers, la famille de Gerardo et de nombreuses personnes concernées se creusaient la tête, cherchant désespérément à comprendre ce qui s'était passé,
ce jour fatidique. Qui avait tué Gerardo Cruz? Et surtout, pourquoi? L'affaire a finalement connu une avancée significative le 25 mai, lorsque de nouvelles informations ont émergé, en particulier une vidéo. Cette vidéo montrait 2 personnes s'enfuyant du lieu du crime. Dès lors, la tâche principale était de retrouver ces hommes. Les médias ont diffusé largement la vidéo et les photos des suspects dans l'espoir que quelqu'un les reconnaisse. Quelques jours après la publication, un témoin s'est manifesté. Il a fourni une description détaillée des présumés meurtriers permettant de réaliser un portrait robot. L'un des agresseurs mesurait environ 1,60 m, avait les cheveux noirs et bouclés et semblait avoir moins de 20 ans. Le second homme mesurait environ 1,80 m, avait environ 35 ans, avec les cheveux noirs et courts. Quelques jours plus tard, l'un des hommes apparaissant sur la vidéo s'est rendu à la police. Il a accepté de collaborer avec les autorités, sans doute dans l'espoir d'atténuer sa peine. Peut-être était-il tourmenté par des remords, ou peut-être avait-il d'autres motivations inconnues. Quelles que soient ces raisons, cela ne change en rien la nature tragique de l'histoire. Un jeune homme, devenu héros national, avait été brutalement arraché à la vie, et la quête de justice continuait. Le jeune homme a révélé les détails de ce jour tragique et expliqué pourquoi lui et son complice avaient blessé Gerardo et l'avaient laissé mourir. Il a également divulgué l'identité de la personne qui avait commandité le meurtre. Grâce à ses aveux, la police a pu enfin arrêter la personne responsable de la mort du jeune homme. Le 5 juin, les agents ont procédé à l'arrestation de Samady Fonseca Fernandez et de sa fille Cristina Valerine Fonseca. La mère et la fille ont été longuement interrogées pendant plusieurs jours. Peu après, un chauffeur de taxi de 19 ans, Ronald Ars, a été arrêté, suivi d'un artiste de 22 ans, César Chavez. Le dernier à être arrêté était Amar Castillo. En tout, 7 personnes avaient participé à ce complot criminel. Les téléphones de Samady et Cristina ont été saisis et les enquêteurs ont minutieusement examiné les appels entrants et sortants, ainsi que tous les messages échangés. Cela a permis de mettre en lumière les détails du crime. Ils ont également découvert un enregistrement d'appels audio entre la mère et la fille. Sans aucun doute, Samady était l'organisatrice du meurtre. Elle a non seulement orchestré le crime, mais elle a également entraîné sa fille, Cristina, dans cette terrible affaire. Samady a contacté César Chavez pour l'aider à organiser l'assassinat. César, à son tour, a sollicité Ronald Ars pour engager des tueurs. Les intermédiaires ont alors recruté un adolescent de 17 ans et un autre homme dont l'identité reste inconnue à ce jour. Cet homme est toujours en fuite, échappant encore aux autorités. Pour prouver que le meurtre avait bien été exécuté, il fallait fournir un objet personnel de la victime. C'est pour cette raison que les meurtriers avaient pris le pull de Gerardo après l'avoir poignardé. Amar Castillo, quant à lui, jouait un rôle clé dans ce complot criminel. Sa mission était de surveiller les mouvements de Gerardo et de savoir précisément quand il quitterait son travail afin de faciliter l'attaque. Vers 19 h, Amar Castillo a appelé la boulangerie pour vérifier si Gerardo était encore au travail. Lorsqu'on lui a répondu qu'il était parti, Amar a immédiatement contacté Samady pour l'informer que Gerardo avait terminé sa journée de travail. Samady a alors rapidement appelé Gerardo, lui demandant de se rendre au centre-ville, prétextant que des journalistes l'y attendaient pour une interview. Ensuite, elle a contacté l'un des intermédiaires, qui a donné l'ordre aux tueurs d'agir. Il était clair que Samady, Cristina, Ronald, César, l'adolescent de 17 ans, et l'homme dont l'identité reste inconnue, étaient tous impliqués dans le meurtre. Cependant, les enquêteurs devaient encore déterminer si Amar Castillo était pleinement conscient de l'ensemble du plan ou s'il était devenu, involontairement, membre de ce groupe criminel. Samady et Cristina
ont été placées en détention provisoire pendant 6 mois dans une prison pour femmes. En raison du risque élevé de fuite, elles n'ont pas eu la possibilité de payer une caution pour être libérées. Seule Christina a eu une occasion de quitter temporairement la prison lorsqu'elle est tombée malade et a été transférée à l'hôpital. Cependant, après sa guérison, elle a été immédiatement renvoyée en prison pour continuer à purger sa détention provisoire. Les autres suspects, Ronald, César, Amar et l'adolescent de 17 ans, étaient également détenus en attente de leur procès. Celui-ci a commencé le 5 décembre 2017 et s'est étendu sur plusieurs semaines. Au total, 17 témoins ont pris la parole, parmi lesquels Carole, la mère des enfants de Gerardo. Elle a témoigné de sa connaissance de la relation entre Gerardo et Samadi, ainsi que des menaces qu'il avait reçues après avoir mis fin à cette relation. Les preuves présentées, notamment les nombreux échanges de messages et d'appels, ont confirmé que ce meurtre avait été soigneusement planifié. Le 23 janvier 2018, à 15 h, le tribunal a rendu son verdict. Samadi, âgé de 42 ans, a été condamné à 30 ans de prison. Christina, sa fille de 20 ans, a été condamnée à 25 ans de prison. Les intermédiaires, Ronald Ars, âgé de 22 ans, et César Chavez, âgé de 24 ans, ont chacun écopé de 25 ans de prison. Amar Castillo, en revanche, a été acquitté, le tribunal ayant conclu qu'il n'était pas au courant du plan de meurtre et que sa seule tâche était de signaler quand Gerardo quitterait son lieu de travail. L'agresseur qui s'est rendu à la police et a révélé le complot a été condamné à 7 ans de prison, dont 2 ans à purger en colonie pénitentiaire et 5 ans en libération conditionnelle. En plus de leur peine de prison, tous les participants au crime ont été condamnés à payer des amendes pour couvrir les frais de justice et à verser une compensation financière à la famille de la victime. Les proches de Gerardo étaient satisfaits du verdict initial. Les parents de Gerardo ont publiquement exprimé leur gratitude envers les autorités pour le travail de qualité accompli au cours de l'enquête et du procès. Après le prononcé du verdict, la famille a ressenti un certain soulagement, croyant enfin voir justice rendue. Mais ce soulagement fut de courte durée, car les avocats des accusés ont rapidement déposé une demande auprès de la cour d'appel, estimant que les peines et les amendes étaient trop lourdes. Le deuxième procès, un nouveau coup dur pour la famille, a commencé en novembre 2019. L'avocat de Samadi a plaidé pour une réduction de sa peine, demandant que les 30 ans de prison soient réduits à 20 ans. Ronald, de son côté, a supplié pour une grâce et a demandé une atténuation de sa sentence, exprimant des remords pour son implication. César, quant à lui, a assuré qu'il n'avait jamais eu l'intention de tuer Gerardo et qu'il n'était pas au courant des véritables intentions de Samadi. Il a affirmé s'être retrouvé involontairement impliqué dans ce meurtre. L'avocat de Samadi, lors de l'audience d'appel, a présenté une argumentation concise mais très claire. Il a demandé aux membres du tribunal de réévaluer la peine infligée à sa cliente. Il a souligné que le meurtre qualifié est généralement puni d'une peine de 20 à 35 ans de prison et que lors du premier procès, elle avait été condamnée à 30 ans de réclusion. Selon lui, une peine de 30 ans pour une femme de 44 ans, comme Samadi en 2019, équivalait pratiquement à une condamnation à perpétuité. Il a donc plaidé pour que la peine minimale de 20 ans soit appliquée, en rappelant qu'elle avait 2 enfants, dont l'un était encore mineur. Durant le procès, César Chavez a également pris la parole, témoignant en faveur de Ronald Ars. Il a affirmé que Ronald était innocent et n'avait aucun lien avec cette affaire. Ronald a confirmé ses déclarations, ajoutant qu'il avait subi un préjudice énorme en étant faussement impliqué dans le crime. À l'issue du procès, le tribunal a décidé de réduire les peines initiales. La peine de Samadi
initialement fixée à 30 ans, a été réduite à 25 ans. La peine de sa fille, ainsi que celle de Ronald Arce et César Chavez, ont également été réduites de 5 ans, passant de 25 à 20 ans. Samadi avait abusé de la confiance de sa fille, l'entraînant dans un crime grave qui a bouleversé sa vie. Elle a également exploité l'immaturité des 2 autres condamnés, qui n'avaient que 19 et 22 ans au moment des faits. C'est une tragédie qui montre à quel point la manipulation et l'influence peuvent causer des dégâts irréparables. Eh bien, mes amis, j'attends vos commentaires. N'hésitez pas à partager vos pensées, à poser des questions ou à donner votre opinion. Écrivez quelque chose. Prenez soin de vous et de vos proches. Et surtout, ne causez jamais de douleur aux autres. Au revoir à tous.